Monsieur Corneille Nangaa, merci beaucoup de nous accorder du temps aujourd'hui pour cette interview. Je voudrais donc commencer par une première question. Pourriez-vous brièvement nous raconter votre parcours, notamment quel a été votre rôle dans le processus électoral qui a abouti à l'ascension de Tshisekedi au pouvoir? Bonjour madame et merci pour cette invitation. Je m'appelle Corneille Nangaa Yobelou, ancien président de la commission électorale indépendante de la République démocratique du Congo. Je dirais que, en termes de profil, je suis congolais. J'ai été avec comme formation économiste de l'université de Kinshasa. Dans un premier temps, je suis le coordonnateur du réseau du savoir électoral de l'Afrique centrale, où je gère la question pour les 9 pays d'Afrique centrale. Dès là, je redeviens à la CENI en 2013 pour occuper cette fois-là le poste de secrétaire exécutif national adjoint. Je suis plutôt désigné président de la commission électorale nationale indépendante. J'exerce donc cette fonction depuis 2015 jusqu'en 2022 et c'est dans cette logique que vous direz que j'ai joué un rôle pour les élections de 2018. Des élections qui auraient dû avoir lieu en 2016, mais elles auront lieu 2 ans après, et dans notre vocabulaire, on parle souvent des glissements. Je suis donc expert électoral, expert international électoral, parce que de là, j'ai eu plus ou moins, dans toute cette carrière, j'ai pu être l'un d'experts bridge. Bridge signifie bâtir les ressources en démocratie, gouvernance et élection. C'est un peu une organisation dans l'expertise électorale, Building Resources in Democracy, Governance and Elections. Dès là, aux élections, à partir de 2022, je suis rentré dans la politique en créant d'abord un parti politique et les événements ont fait malheureusement que par la suite, je me retrouve dans la politique, dans l'opposition plus ou moins armée, ayant compris que seule la lutte pouvait nous permettre de jouer un rôle. Ces élections, madame, ont fait couler beaucoup de salive et d'encre. Ce qui est sûr, je voudrais commencer par dire que les élections ont plus ou moins permis pour la toute première fois, parlant de la démocratie dans mon pays, l'alternance pacifique, c'est-à-dire que depuis plus de 60 ans, nous n'avions jamais eu une remise-reprise entre un ancien président ou un président sortant avec un président entrant. La démocratie telle que nous la vivons est-elle vraiment ce qu'elle doit être? Devons-nous copier la démocratie comme à l'américaine ou à l'européenne et l'appliquer au Congo? Mais il y a lieu de préciser ici qu'il y a beaucoup d'acteurs. Dans ces processus comme celui-là, c'est d'abord l'électeur. Et nous avions à l'époque 40 millions d'électeurs. Et le deuxième acteur, bien entendu, c'est la structure organisatrice des élections, et dans les cas d'espèce, la CENI. Il ne faut pas oublier qu'à côté de la CENI ne donne pas, ne proclame pas les résultats définitifs. Les résultats définitifs sont plutôt proclamés par la Cour constitutionnelle. Et c'est là où je trouve un peu d'injustice dans cela, parce que les jugements ne portaient que sur la CENI, sur lorsqu'on parle de la qualité de l'élection, en oubliant qu'il y a un organe, l'organe le plus déterminant dans les résultats qui peut dire les élections c'est bon ou pas, ou bien que les résultats sont vrais ou pas, la Cour constitutionnelle. Mais il faut voir aussi l'environnement, les autres acteurs, c'est-à-dire et pas les moindres. Je pense ici particulièrement aux acteurs politiques. C'est la contestation permanente et les divergences politiques qui reviennent souvent sur l'organe des élections. L'autre acteur, pas les moindres, c'est plutôt le pouvoir. Les partis ou bien la coalition au pouvoir, les militaires qui sont dans la sécurité, qui ont aussi un rôle très déterminant. Ce qu'on oublie souvent dans un pays comme le nôtre, il y a un autre acteur très dangereux et même très nuisible. C'est ce qu'on appelle la communauté internationale. On ne sait pas qui est cette communauté internationale. Et c'est les Nations Unies, et ce sont les États-Unis, et c'est le pays, c'est l'Union européenne. C'est quel pays exactement? Quand vous êtes président de la CENI, vous opérez donc dans cet environnement
où il y a une sorte de divergence permanente d'intérêts. Pour les élections de 2018, il faut le préciser. La communauté nationale, c'est-à-dire les Congolaises et les Congolais, tenaient à avoir l'alternance et surtout tenaient à avoir le départ de l'ancien président d'alors, c'est-à-dire le président Joseph Kabila Kabange. C'est comment concilier ses intérêts en privilégiant aussi que non, l'élection ait lieu. C'était ça l'équation. Les élections se sont déroulées avec 77 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. En un seul jour, l'organisation a eu lieu. Le problème, c'est que oui, vous pouvez avoir les résultats. Faut-il encore qu'in fine, on ait l'allégeance de tout le monde ou l'acceptation de tout le monde pour qu'il n'y ait pas de trouble. C'était ça l'équation. Pour régler cette question, il aurait fallu que nous fassions cette première passation en douceur. C'est la démarche qui avait été faite. Il a fallu plus ou moins que nous, on ait un accord de passation pacifique. Les élections se sont passées, mais qu'il n'y ait pas de coup d'État non plus. On était donc au bord d'une violence, soit d'un coup d'État, soit d'un soulèvement de la population. D'un côté, le régime, avec les militaires, qui avaient peur de voir cet extrémiste arriver au pouvoir, surtout qu'ils les avaient menacés pendant toute la campagne, qu'ils les arrêteraient ou les enverraient en Europe. De l'autre, la communauté internationale qui faisait pression pour que non, les choses se passent comme, effectivement, comme que les résultats soient proclamés tels qu'ils sont sortis. Mais de l'autre aussi, il y a un acteur important qu'on a quand même donné, c'est-à-dire la société civile, qui représentait la population, surtout avec la CENCO, qui avait une mission d'observation électorale et qui effectivement avait aussi un échantillon des données plus ou moins importantes à gérer. Devant l'imbroglio, la commission électorale se trouve donc dans une situation, en quelque sorte, d'un dilemme. Comment faire pour que non, il y ait alternance, mais qu'il n'y ait pas un coup d'État et qu'il n'y ait pas violence? C'est la raison, c'est ce que vous appelez le compromis à l'africaine qui est passé, pour dire que non, évidemment, celui qui était plutôt le deuxième, et que ce soit lui qui est proclamé. Mais cette démarche, bien que compromis à l'africaine, a été accompagnée par la communauté internationale et surtout par la MONUSCO, les Nations Unies qui étaient présents. Et c'est ce qui était passé parce qu'une fois les résultats proclamés, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de coups de feu. Et plus tout le monde a toléré, surtout que c'était la première fois. Voilà un peu les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées. Pourquoi la culture politique et les institutions de la RDC vous semblaient si désespérantes au point d'avoir déclaré souhaiter refonder l'État le 15 décembre 2023 à l'annonce de la création de l'AFC? En effet, mon expérience électorale et la gestion de la CENI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses. C'est une expérience très riche qui a permis de comprendre le Congo. J'ai visité tous les Congos, toutes les provinces, presque tous les territoires, et j'ai compris les vrais problèmes du Congo. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé d'un questionnement sur le mode de gouvernance qui est dans mon pays. Ce qui est sûr aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, il est malheureusement constaté que nous continuons à blâmer les autres. Nous continuons à trouver les boucs émissaires. Nous continuons à penser que non, c'est d'autres qui doivent nous donner à manger, que c'est d'autres qui doivent sécuriser les pays, que c'est d'autres qui doivent faire ce qui est de notre responsabilité. Pour nous, ayant compris ces éléments, nous nous sommes dit, pourquoi depuis 30 ans, il y a par exemple la question d'insécurité permanente au Congo, surtout dans sa partie orientale. De l'Ituri, du moins des Ouélé, en Ituri, jusqu'au Katanga, au Nord Katanga surtout, l'insécurité est
permanente, surtout dans la partie d'Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, Maniema. Et aujourd'hui, cette insécurité s'est élargie avec des conflits ethniques et même à la partie ouest, nous avons au Congo ce qu'on appelle l'absence d'autorité d'État. Je dirais même que c'est l'absence de l'État. Parce que le rôle premier de l'État, c'est quoi? C'est l'armée, la police, l'administration et la justice. Dès lors que ces 4 piliers tombent, il n'y a plus d'État. Et lorsqu'on arrive à ces niveaux, madame, arriver à ces niveaux des piliers qui n'existaient pas, ça devient une jungle. La partie orientale du Congo est en quelque sorte une jungle, où le Congo en général est une jungle. Conséquence, les groupes Maï-Maï naissent dans chaque entité. Aujourd'hui, on a compté avec le régime Tshisekedi plus de 300 groupes armés. Alors qu'en 2018, le Congo, bien sûr, qui avait des problèmes, le nombre de groupes armés avait déjà baissé jusqu'au niveau de moins de 30. Les bandits des autres pays, voyant que la jungle est au Congo, tous viennent au Congo. C'est le cas des FDLR. Bandits ou des anciens génocidaires, les terrains favorables, c'est là où il n'y a pas d'État. C'est pourquoi ils viennent où ils sont au Congo et ils fleurissent au Congo. Les EDF, des bandits ougandais, ne pouvant pas opérer en Ouganda, mais aussi il y a l'ancienne opposition armée ougandaise de l'armée, on appelait ça des CONI, ne pouvant pas opérer en Ouganda parce que là-bas il y a un État, tous viennent là où il y a la jungle. Il faut ajouter dans le nord les Mororo qui viennent des pays voisins, l'Afrique, le Soudan du Sud, la RCA, même les Tchad. Ils viennent au Congo parce que c'est la jungle. Comment gérer cette question? On se voit que non, il y a un problème. Pour trouver une réponse radicale à cette question, surtout d'insécurité, il est nécessaire de refonder l'État. Notre objet en tant qu'Alliance Fleuve Congo, le premier objectif, c'est refonder cet État. Et cet État, c'est réhabiliter les 4 fonctions régaliennes. Les 4 fonctions régaliennes de l'État dont je viens de parler, l'armée, nous n'avons pas, vous voyez comment les FARDC, comment ils se comportent. La police, il n'y en a pas. L'administration, c'est la corruption qui a élu domicile et surtout la justice qui est plus que malade. Une justice qui obéit aux ordres d'un dictateur. Voilà, c'est ce qui fait que non, la solution radicale serait celle-là. Mais la notion de la démocratie aussi. Oui, nous avons eu 4 cycles électoraux. Comment la démocratie se comporte? Et comment quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, de la façon dont on connaît, essaie d'ériger une démocratie, une dictature sauvage. Tout cela, c'est ce qui nous a amené à dire, oui, il nous faut refonder d'abord l'État. L'abandon, je dirais, pas l'abandon, la démission à ses fonctions. M. Tshisekedi a permis plus ou moins de croire aux Congolais que pour défendre la République, il faut inviter les mercenaires et non son armée. Il faut inviter les Burundais. Il faut inviter les Ougandais. Il faut inviter, je ne sais pas, plusieurs armées qui opèrent ici. Madame, aujourd'hui, parce qu'on parle souvent du Rwanda, au Congo, parce qu'il n'y a pas d'État, quels sont les pays qui sont opérationnels au Congo? Le Burundi est au Congo. Les FDLR rwandais sont au Congo. Les EDF ougandais sont au Congo. Les Ougandais, même officiels, sont au Congo, l'armée. Vous avez les Sud-Africains qui sont au Congo. Les Tanzaniens sont au Congo. Les Malawites sont au Congo. Mercenaires européens qui étaient au Congo. Je ne sais pas s'ils sont tous partis. Et quand ils regardent les différents contingents de la MONUSCO, c'est une dizaine de nationalités qui sont au Congo. Ça montre qu'au Congo, c'est tout le monde qui est là. Chacun poursuivant son intérêt,
juste parce que le Congo lui-même n'a pas un État. C'est pourquoi il faut refonder l'État. C'est la raison pour laquelle nous devons refonder l'État pour permettre à ce que le Congo vive comme les autres pays. Je voudrais parler ici du fait que nous, devant cette faillite de l'État, et devant le fait qu'il y a la dictature qui était là, ensuite, en plus, la question de la mauvaise gouvernance. Mais la mauvaise gouvernance du régime de Kinshasa, qui fait qu'en 6 ans, M. Tshisekedi a divisé le pays. Mais pour M. Tshisekedi, au mieux, c'est sa tribu, et au pire, c'est plutôt sa famille. Nous sommes dans un pays mosaïque d'ethnies, plus de 450 ethnies, mais toutes les fonctions devraient revenir à sa tribu. Il a mené un tribalisme sauvage, le népotisme, et que au-delà de tout, cela ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il faut y ajouter les détournements. Mais sur le plan politique, la répression des opposants, avec le régime de Kinshasa, l'opposition vous amène soit à la mort, soit à l'emprisonnement ou à la condamnation à mort, soit alors en exil. Mais la situation particulière est plutôt en Ituri, où les tueries, surtout dressées contre la communauté Hema, a poussé des milliers d'Ituriens qui sont aujourd'hui en exil, plus ou moins en Ouganda, au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie et ailleurs. Ça, c'était sur le plan politique. Mais sur le plan politique aussi, il faut parler de son illégitimité. Tout le monde sait que M. Tshisekedi n'a pas gagné l'élection, ni en 2018, et moins encore en 2023, où il a carrément fabriqué des chiffres en faisant une élection pendant 7 jours, au lieu d'un seul jour. Et tout ça après avoir monté une architecture électorale imposée seulement avec les hommes de sa tribu. La Cour constitutionnelle et les procureurs et les présidents de la Cour, membres de sa tribu. Ça c'est pour la dimension judiciaire des élections. La commission électorale elle-même, le président, membre de sa tribu. En ce qui concerne le financement des élections, que ce soit le ministère des Finances ou la Banque centrale, membre de sa tribu. Alors, quand on va au niveau de la sécurisation des élections, c'est le ministère de l'Intérieur à l'époque, il fallait que ça soit toujours membre de sa tribu. C'est-à-dire que même pour préparer ces élections, on préparait les élections en parlant la langue de sa tribu et ils ont fabriqué les chiffres. Alors, cette légitimité ne pouvait nous laisser indifférents. Nous devions agir. Mais quelle était la bonne approche pour ce faire? Oui, il fallait un combat politique, mais quand l'opposition n'a pas de place dans un environnement comme celui-là, nous n'avions pas de choix que recourir à la force. Et ce, conformément à l'article 64 de la Constitution, qui nous autorise justement à barrer la route à toute personne qui oserait s'accaparer la démocratie comme il l'a fait. Nous sommes donc joints à ceux qui étaient déjà dans la lutte, c'est-à-dire les M23, et nous avons mutualisé les efforts pour créer l'Alliance Fleuve Congo le 15 décembre 2023. C'est quoi l'Alliance Fleuve Congo? C'est devant les problèmes qui se posaient, au-delà des questions politiques, au-delà de l'absence totale d'État, mais aussi au-delà du fait qu'il y avait des problèmes de mauvaise gouvernance, il y a un autre problème qui est le problème identitaire. C'est-à-dire que certains compatriotes qui sont rejetés, à qui on réunit la nationalité, et c'est depuis toujours, particulièrement la communauté rwandophone et surtout les Tutsis, à qui on refuse la nationalité. Donc, les questions, l'absence d'État, les questions politiques, et puis les questions de mauvaise gouvernance, et cette question identitaire de stigmatisation, de discrimination contre les autres communautés, surtout du fait que nous, ils parlent le Kinyarwanda ou à cause de leur faciès,
Ces 4 éléments nous ont mis ensemble et nous avons créé l'Alliance. L'objectif de l'Alliance, c'est dit donc, en termes simples, y a-t-il une différence entre l'Alliance Fleuve Congo et le M23? Non, c'est plutôt que le M23 est l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo. C'est-à-dire l'Alliance est composée avec le M23, avec d'autres regroupements dont on n'avait pas en politique, avec les regroupements politiques, avec la société civile, avec d'autres mouvements armés. L'Alliance Fleuve Congo est donc la plateforme à laquelle appartient aussi bien le M23, à laquelle appartiennent aussi les personnalités et les partis politiques, à laquelle appartiennent aussi les membres de la diaspora et à laquelle appartiennent aussi les organisations de la société civile. L'objectif de l'AFC, c'est quoi? En 30 ans, il y a l'insécurité. Comment éradiquer définitivement cette question? C'est ça l'Alliance Fleuve Congo. De notre vision, c'est ramener le vivre ensemble. Que les communautés vivent ensemble les unes à côté des autres. Mais que ça ramène la paix après avoir installé l'État pour permettre la paix, pour permettre la réconciliation des Congolais eux-mêmes, mais vivant en paix au Congo, mais aussi la paix avec la sous-région. Parce que tant que nous serons un non-État, nous serons toujours un fardeau pour les autres. Et les autres auront toujours des justifications d'être au Congo.